Bienvenue sur Média TV, particulièrement ici au Meddays, au village Meddays, qui se tient jusqu'au 29 de ce mois-ci. Pour la 17e année de son forum, je reçois ce soir M. Laurent Lamotte, qui a été un grand homme politique, aujourd'hui un grand homme économique, un grand homme d'affaires, on va dire ça comme ça, que je reçois ce soir. Je vais le laisser se présenter pour vous et pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Je suis Laurent Lamotte, un panafricain convaincu. Et j'ai été Premier ministre d'Haïti de 2012 à 2014. Et pour l'histoire, je suis l'un des premiers premiers ministres haïtiens à avoir reconnu la marocanité du Sahara. Et marquant. Ça n'a pas été facile. Donc je l'ai expliqué en 2015 au Meddays. Quand j'étais Premier ministre, j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères marocain. Et j'ai toujours aimé le Maroc, comme naturellement. C'est un pays que j'ai toujours apprécié. C'est l'histoire, je l'ai comprise. Et c'est un pays spécial, qui a toujours été un pays spécial pour moi. Et quand je suis arrivé aux fonctions de Premier ministre, ça a été l'opportunité de redonner quelque chose au Maroc d'Haïti. Et ça a été justement un acte qui a été très difficile, très compliqué pour moi. Et pour Haïti en général, parce que en faisant cet acte, on a reçu d'énormes appels de pression internationale de plusieurs pays de l'Amérique du Sud, mais on a tenu bon, parce qu'on pensait que c'était la bonne décision. Et aujourd'hui, le monde entier voit que cette décision était une décision raisonnable, calculée et juste. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on vous a qualifié à un moment quand même d'avoir été l'un des premiers premiers ministres, en tout cas haïtiens, à réformer carrément le pays, en tout cas à oser aussi sortir d'Haïti pour aller vers le Maroc, l'Afrique de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous avez peut-être des anecdotes par rapport aux grandes réformes que vous avez menées en 4 ans, de 2012 à 2000 ? Vous étiez Premier ministre 2012-2014. Donc, en 2 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est marquant de par les réformes que vous avez menées. Vous pouvez nous en parler aujourd'hui? Tout à fait. Je suis rentré dans un contexte particulier. C'était juste après le séisme qui a quand même tué plus de 250 000 Haïtiens et qui a blessé plus de 500 000 personnes. Et je suis rentré avec une expérience beaucoup plus d'homme d'affaires, une expérience économique beaucoup plus que politique. Donc, j'ai voulu rapidement mettre en place une équipe de travail et un plan. Et j'ai commencé comme ministre des Affaires étrangères pendant 6 mois, où j'ai institué le principe de la diplomatie d'investissement. Parce que j'avais compris rapidement que pour développer un pays, il faut avoir l'assistance et la solidarité internationale. Pas seulement avec les moyens qu'on avait en Haïti, qui étaient très peu à l'époque. Donc tout était détruit. L'aéroport international avait été détruit, le port avait été détruit. Il n'y avait qu'un seul aéroport. Haïti n'avait qu'une seule porte vers le monde. Cette porte avait été totalement détruite. Donc il fallait recommencer pratiquement de cendres, pratiquement de zéro, pour tout reconstruire. Et en 2 ans et demi, en 31 mois, on a fait le maximum pour y arriver là. Quelle a été la réforme la plus structurante? C'était celle-là? C'est la reconstruction, principalement. Le corridor, tout était détruit. On avait plus de 1,6 million d'Haïtiens qui vivaient sous des tentes, des réfugiés pratiquement du séisme, qui étaient sous des tentes et qui n'avaient où aller. Donc, c'était la relocalisation de ces compatriotes, la reconstruction physique en elle-même, mettre en place les politiques publiques pour cette reconstruction et principalement de créer un environnement stable. Et on a réussi dans le domaine de la sécurité à amener un pays qui était totalement à genoux, où une insécurité galopante. On a pu mettre hors d'état de nuire la majorité des gangs criminels qui menaçaient notre société à l'époque, et aussi redonner à Haïti une sécurité, et à tel point qu'on est devenu le 2e pays le plus sûr des Caraïbes. Ça, c'est un pays qui n'était pas gagné d'avance, par contre. Non, c'était une situation très compliquée, avec des forces de sécurité très faibles. Donc, il a fallu investir dans cette force de sécurité. Il a fallu croire aussi aux rêves haïtiens. Il a fallu croire qu'on pouvait faire les choses différemment.
et en commençant par la sécurité. Mais aussi, vous avez beaucoup misé sur la technologie, l'innovation, par exemple aussi. En peu de temps, ça a peut-être permis aussi de changer un peu la situation qui était pas gagnée aussi d'avance parce que, vous l'avez décrit, la situation était tellement compliquée. Encore aujourd'hui, je pense qu'Haïti traverse encore une crise qui n'est pas carrément résorbée. Donc, cette approche technologique et d'innovation vous a permis aussi de faire un bond en avant. Pour nous, oui. Tout à fait. Et j'ai toujours cru en l'approche technologique pour développer et pour communiquer. Nous avions eu à l'époque un système de communication ouverte. Donc, nos conseils des ministres, les conseils de gouvernement étaient ouverts, étaient en direct à la télévision, tous les mercredis soirs. Parfois jusqu'à 2-3 heures du matin, on travaillait en équipe de travail pour remettre le pays en chantier. Et ça, on l'a fait en travaillant plus de 20 heures par jour. On travaillait plus de 20 heures par jour et sans prendre un break, sans prendre un repos. Et là, on a été jusqu'au bout pour le faire. La technologie était bien entendu était l'un des points principaux de ces réformes qui ont été faites. Et je pense que pour nos pays, pour l'Afrique, pour les Caraïbes, introduire, surtout maintenant, quand même 10 ans après, où on a l'intelligence artificielle, nous avons des avancées sur le blockchain, nous avons des plateformes de collaboration. Donc, tout ça pour vous dire que la technologie peut faciliter le développement de nos pays. Mais il faut l'utiliser, il faut investir, il faut s'investir dans ça pour s'assurer qu'on ait les mêmes outils que les grands pays développés à travers le monde. Et pourquoi pas? Et quand vous dites nos pays, en parlant d'Afrique et d'Haïti, vous estimez qu'on est sur le même continent? J'ai milité. Le 30 janvier 2014, j'ai été invité d'honneur à l'Union africaine où j'ai prononcé un discours. J'ai demandé que Haïti fasse partie prenante, soit membre à part entière de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que Haïti, premièrement, c'est un pays très fier. C'est la première république noire libre du monde. Et non sans peine. Nous avons livré des combats mortels contre les colonisateurs français à l'époque. Et Haïti a été ce pays qui est la fierté de la race noire, qui a eu son indépendance. Et donc, je jugeais légitime que ce pays ait sa place à part entière dans le continent mère, qui est le continent d'Afrique pour nous. Quelle a été leur réponse? Jusqu'à présent, malheureusement, j'ai été forcé de démissionner du gouvernement un an après, et il n'y a pas eu de suivi du gouvernement haïtien, mais je le crois fortement que Haïti a sa place dans la grande famille africaine. Aujourd'hui, vous portez cette parole-là, vous continuez à le faire. Est-ce que ça veut dire que vous avez peut-être cette intention quelque part de revenir à la politique? J'ai été Premier ministre pendant 31 mois, j'ai occupé les plus hautes fonctions. Maintenant, je suis sur ma carrière professionnelle, ma vie privée, mais je continue quand même à souhaiter le meilleur à mon pays et je continue à souhaiter que les choses aillent mieux en Haïti parce qu'on est un pays qui est trop riche pour être dans une situation pareille aujourd'hui. Parce que vous parlez d'Haïti, vous le portez au cœur, ça c'est clair, et vous en parlez, vous le vendez, vous continuez à le vendre aujourd'hui en tant qu'homme d'affaires, en tant que businessman, on va le dire ça comme ça trivialement, et quel pourrait être peut-être le modèle qui pourrait vous inspirer sur le continent? Vous connaissez beaucoup maintenant bien le continent, vous parlez du Maroc comme vous parlez d'Haïti. Est-ce que le modèle marocain, en un mot, peut aussi permettre aux Haïtiens, à Haïti, de se programmer comme ça pour avancer, pour sortir de cette crise qui est endémique, hein? Absolument. Je pense que le modèle marocain est un modèle à suivre, non seulement pour Haïti, mais plusieurs pays à travers l'Afrique et dans les Caraïbes. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, c'est un modèle qui est testé, qui réussit. C'est un modèle de développement qui réussit. C'est un modèle aussi qui n'a pas de complexe. Ça veut dire que vous êtes au Maroc, vous allez en France, et quand même le gouvernement marocain, les autorités marocaines sont respectées partout dans le monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est la continuité politique qui permet d'avoir ce développement durable. Par exemple, un pays comme Haïti, on a eu près de 30 gouvernements en 30 ans. Donc, ça fait une moyenne d'un gouvernement par an.
avec un modèle... D'ailleurs, moi, pour vous donner un exemple, moi, j'étais le premier ministre de gouvernement élu démocratiquement qui a duré 31 mois. Donc, je suis celui qui a servi le plus longtemps, en 31 mois. Et 31 mois pour un pays qui a été détruit, c'est absolument rien. C'est absolument rien. Même s'il n'était pas détruit, bien sûr, c'est absolument rien. 31 mois dans la vie d'un pays déjà, c'est pas rien. En tout cas, je pense que Haïti vous tient à cœur, vous le tenez aussi à cœur. Malheureusement, on a très peu de temps pour en parler beaucoup plus que ça. Je vous remercie et remercie tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis sur cette édition. Je rappelle encore, c'était la 17e édition. Je pense que vous êtes là depuis 2015. Vous venez depuis 2015 à ces éditions. Je vous remercie très, très bien, M. Laurent Lamotte. Merci beaucoup. Et je remercie l'Institut Amadeus. Je remercie le président de l'Institut, M. Brahim Fassifiri, qui fait un travail phénoménal pour la promotion du Maroc à travers le monde. Merci, c'est entendu.